Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série en heure, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Aujourd'hui, nous recevons Eric Doria, responsable des arbitres du comité du Languedoc. Bonjour Eric. Bonsoir. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonsoir Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut Alain. Bon alors Eric, depuis combien de temps es-tu responsable des arbitres du comité du Languedoc? Donc j'attaque ma troisième année. Donc j'ai succédé à Jean-Christophe Gastou, mon prédécesseur, qui a occupé cette fonction pendant 3 mandats. Ce sont des mandats de 4 ans. Et nous sommes nommés par le président du comité, Guy Molvaux, pour cette mandature de 4 ans. Donc 3e année aux manettes des arbitres du comité du Languedoc. D'accord, tu as un gros effectif à gérer l'arbitre? Alors cet effectif est en progression pour la 3e année consécutive. C'est bien qu'il y ait des arbitres de plus en plus. Bon, pour vous donner une stat, il y a 3-4 ans, nous avions 62 arbitres en Languedoc, moyenne d'âge 42 ans. Aujourd'hui, avec toutes les actions de recrutement qui ont été menées, cet effectif approche les 130 arbitres pour la saison 2014-2015 et un rajeunissement de 10 ans, donc moyenne d'âge 31-32 ans dans les effectifs. Comment a lieu ce recrutement en fait? Alors ce recrutement, bon, il était axé avec les écoles de rugby. On a beaucoup d'actions avec le partenariat à la Poste, les journées de l'arbitrage. Ce n'était pas suffisant puisqu'il y a 3-4 ans encore, l'effectif de l'arbitrage français moyen était à peu près de 2200 arbitres. Donc il y avait encore pas mal de carences dans pas mal de comités pour arriver à couvrir l'ensemble des rencontres. Et surtout des comités un peu comme le Languedoc où il y a beaucoup de rencontres. Tout à fait. Ça devait être compliqué. Donc du coup, les arbitres capacitaires, c'est quand même moins... On avait une utilisation de licenciés capacitaires en arbitrage en quantité importante il y a 3-4 ans. Et puis bon, même si on les conserve aujourd'hui pour pallier à des exigences, donc blessure d'un arbitre ou absence inopinée, il n'empêche que l'arrivée de tous ces jeunes nous a permis de les utiliser de moins en moins. Et donc ce sont les écoles d'arbitrage et la charte de l'arbitrage qui a été impulsée par la commission centrale des arbitres et notre patron Didier Ménet, qui impose aujourd'hui au club de faire du recrutement, de la série territoriale jusqu'au secteur professionnel. Et ils sont formés où? Alors ces arbitres sont formés dans notre comité. Nous sommes répartis aujourd'hui en 3 secteurs. Nous avons un secteur montpelliérain, un secteur biterrois et un secteur audois, avec un sous-regroupement sur la région de Narbonne et la région de Carcassonne. Et donc on impose aujourd'hui à nos arbitres une formation continue, sur des fréquences qui sont en gros d'une 15aine de jours, mais formation continue pour pouvoir prétendre être désigné et proposer dans le schéma de désignation du week-end. D'accord. Est-ce que vous êtes obligé aussi à faire des entraînements, enfin du physique, tout ça? Est-ce que c'est obligatoire maintenant? C'était pas le dada de mon prédécesseur, mais depuis 2 ans, et compte tenu des exigences de la commission centrale des arbitres, on a décliné, puisque la politique de la CCA, elle se décline dans tous les territoires, donc dans le Languedoc. On impose depuis 2 ans à nos arbitres des tests physiques, donc pour assurer des minima. Ça se voit chez Bruno. Bruno, comment tu fais pour les réussir? Pour l'instant, je suis passé à travers Maria. Voilà, tu fais l'apéro. Contrairement à ce que vous pouvez penser, puisque j'arbitre le samedi chez les jeunes, je suis assez en canne pour arbitrer. D'ailleurs, tu joues, donc tu joues encore, hein, si tu joues quelqu'un. Mais on rigole souvent, mais je cours beaucoup plus quand j'arbitre que tu joues. Ouais, oui, parce qu'il faut pas près de l'action. Il faut être en canne, Eric le dit, non, mais il faut être en canne pour arbitrer, ça c'est clair. Et Eric, justement, comment ça se passe au niveau des nouvelles règles chaque année, par exemple cette année 2014-2015, pour arriver là, on peut tirer un petit bilan un peu de ce début de saison. Comment ça s'est passé pour comment ça s'appelle, leur apprendre les nouvelles règles, leur faire rentrer les nouvelles règles au niveau des arbitres, mais aussi au niveau des clubs. Comment ça s'est passé? Alors, il existe de nombreux supports pédagogiques qui sont travaillés par nos animateurs. Donc, il faut savoir que déjà, dès la fin de saison, nos animateurs sont en stage pour pencher sur ce qu'on appelle la synthèse de l'arbitrage, qui est un peu le support que l'on transmet, qu'on essaie de transmettre à tous les clubs. Ça va être la ligne un peu directrice de la saison, dans lequel on va retrouver toutes les dominantes des règles principales du jeu. Donc tous les arbitres sont dotés de cet outil, et par déclinaison à la synthèse de l'arbitrage, derrière les animateurs mettent en place aussi tout un système avec des vidéos, pour permettre à nos arbitres aujourd'hui d'apprendre la règle, pas qu'avec des supports PowerPoint tableau, mais des mises en situation sur le terrain. Leur montrer des images de match et leur montrer ce qu'ils doivent
faire ce qu'ils doivent pas faire. Mais c'est vrai que ça doit être fait parce qu'on est quand même, on adore notre sport qui est fabuleux, mais c'est un sport super compliqué, quoi. Je veux dire. Il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup de règles. Je veux dire, tu joues au foot, arbitre au foot, que tu sois des pupilles ou truc, c'est la même règle, quoi. Je veux dire. Tandis qu'au rugby, suivant les catégories, les règles changent. Donc je pense que pour les arbitres, qui sont, le gars qui arbitre à haut niveau, il connaît son truc, mais les gars qui sont plus entre deux, ou qui doivent des fois redescendre en série, ça doit être compliqué un petit peu d'assimiler tout. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des consignes justement pour dire plutôt laisser jouer? Oui, alors bon, déjà, par rapport à l'ensemble des catégories, on est une des fédérations, on va dire dans le monde, à avoir cette multiplication des catégories. Donc on sait qu'en fonction des catégories, les règles du jeu, notamment la règle de la mêlée, ne sont pas du tout les mêmes. C'est surtout là en fait que ça pose problème. Voilà. C'est vraiment le point noir en fait du rugby, c'est la mêlée. Parce que c'est le plus dur à juger en fait. Tout à fait. Et heureusement que nous avons ces supports thématiques qu'on appelle l'essentiel des compétitions, dans lesquels sont répertoriés l'ensemble de ces catégories. Et chaque arbitre se doit, chaque week-end, quand il prépare ses rencontres, se pencher sur ce document pour savoir où il va. Quel type d'arbitrage il va devoir opérer en fonction de la catégorie. Pour rebondir sur ce que dit Eric, selon les désignations qu'on a, on l'a donc 15 jours à l'avance, on regarde et avant d'aller au match, on regarde quelle catégorie c'est. Et on bachote un peu parce que ce soit B, C, C', enfin il y en a 5 ou 6 de catégories différentes. On se doit, nous, de pas se tromper sur les annonces à mêlée, c'est pas les mêmes, sur, voilà. Ouais, c'est ça, tout ça. Donc, en gros, on révise un peu avant d'aller sur le terrain arbitrer, quoi. Et justement, c'était pas plus simple avant, parce qu'avant, par exemple, on poussait à mêlée. De tous les niveaux, on poussait à mêlée. C'était pas plus simple pour les arbitres? Alors, certainement. Après. Toi, tu as joué à cette époque-là. Tu étais joueur avant de quand même d'arbitrer, tu as été joueur aussi. J'ai joué. Il y avait certainement moins d'exigences dans les règles qu'elles sont aujourd'hui. Maintenant, il y a des constats qui sont faits au niveau national. Il y a eu des accidents graves à mêlée. Ouais, voilà. Pour protection du joueur, peut-être? Pour protection, sécurité du joueur. Donc, il y a aussi une contrainte liée aux assurances. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'on avait atteint un taux d'accident qui était plus recevable par notre fédération, donc contraint à de nouvelles exigences, d'où cette démultiplication des règles qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. On est soumis à la règle de l'IRB. Chez nous, on a des spécificités FFR, d'où ces déclinaisons, et à un moment donné, c'est vrai que peut-être que les assureurs ont pris un peu... Ça a pris le pas un peu, justement. Un petit peu le pas sur ça, nous demandant d'essayer de trouver des solutions pour éviter ce genre d'accident. Aujourd'hui, 3-4 ans après, on a quasiment plus d'accidents en mêlée, mais aujourd'hui, ce sont les plaquages sur lesquels on a de plus en plus d'accidents. Et tu penses que ça va évoluer de ce côté-là maintenant? Alors, il y a des protocoles qui ont été mis en place pour essayer de sensibiliser les coachs, les joueurs. Cette année, l'année dernière, il y avait 4 comités pilotes qui étaient en test sur notamment la commotion cérébrale. Cette année, ce protocole a été étendu à l'ensemble du secteur amateur. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de protocoles commotion les week-ends, parce qu'on voit que clairement, sur le plan pur de la technique, les joueurs ne savent pas tous bien plaquer. Et alors, on a des accidents plutôt spectaculaires avec des interventions pompiers, qu'on constatait probablement les saisons précédentes, mais là, compte tenu qu'on doit le formaliser avec c'est plus pointu, quoi. C'est beaucoup plus pointu dans le suivi, et la commission médicale fédérale et territoriale a un suivi très strict, dont on rappelle les joueurs qui sont blessés le week-end, et va autoriser ou pas sa requalification. On fait vraiment attention à la santé du joueur. Il y a beaucoup de chocs frontaux, tête contre tête contre genou, parce qu'effectivement, les gens n'ont pas les bonnes postures. Ils n'ont pas les réflexes qu'il faut pour plaquer correctement, et on a effectivement une accélération dans la mise en place du protocole. Et ça, tu penses que ça va peut-être jouer un peu sur les écoles de rugby, sur les clubs oui, après, alors certainement? Les responsables, ils sont sensibilisés. Bon, on continue à y travailler dessus. Nous, sur tout ce qui est pédagogie dans les écoles de rugby, dans nos écoles d'arbitrage, on essaie de sensibiliser les joueurs, les entraîneurs, les jeunes arbitres à être très stricts sur cette phase de jeu, parce que je pense que si on continue à être en progression sur ce type d'accident au niveau des plaquages, on aura d'autres exigences qui peut-être modifieront dans le futur les règles du plaquage. D'accord. Moi j'avais une question là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y avait de plus en plus d'arbitres. Est-ce que votre objectif, c'est justement de rapprocher un petit peu de ce qu'on fait au niveau, parce qu'on voit qu'on utilise la vidéo, en top 14, ils sont 4 ou 5 arbitres,
en Pro D2 pareil. Les Et arbitres là, les honnêtes, c'est séries, pas je trouve que c'est vachement dur, quoi. Le gars, il se retrouve tout seul, et même les arbitres de touche, souvent, c'est des joueurs qui maîtrisent plus ou moins le règlement. Donc, est-ce que votre objectif, c'est justement d'arriver à avoir au moins 2 ou 3 arbitres sur Tu veux dire un peu le faire comme la Pro D2, d'avoir un deuxième arbitre sur le terrain renforcer le dispositif pour que automatiquement soit plus facile pour eux. Il y a des contraintes peut-être budgétaires ou autres aussi. Bon, sur le championnat territorial, c'est pas à l'ordre du jour. Bon, effectivement, il y a des contraintes budgétaires. Par contre, on voit que à plus du secteur professionnel, au niveau de la strate fédérale, il y a de plus en plus maintenant de juges de touche qui sont fournis par le comité, qui sont demandés même par certains clubs. En série territoriale, je pense pas qu'on y soit demain matin. Peut-être un jour on y viendra. Il y a que les finales, non? Oui, voilà, demi, les phases à partir des phases finales, les quarts de finale, demi-finales et finales dans notre championnat territorial. Là, on s'efforce de désigner des juges de touche, voire pour les finales les quatrièmes arbitres pour gérer la gestion des remplacements et des bandes de touche. Quand on voit que, enfin là c'est pas le comité du Languedoc, mais quand on voit que les 2 premiers tours du championnat de France, voire jusqu'à 8e, l'arbitre est tout seul au centre. Ouais, ça c'est pas normal. C'est pas lui faire un cadeau. C'est un peu gênant. Et puis c'est pas lui faire un cadeau parce qu'il faut aussi l'aider l'arbitre. Je connais un peu, tu es tout seul, comme tu dis, Michel, c'est pas évident. On a les directeurs de match qui nous soulagent au niveau administratif, et c'est déjà bien parce qu'à l'époque c'est l'arbitre qui faisait tout. Tu te concentres que sur le jeu, mais c'est compliqué, quoi. Tu dois tout gérer. Au haut niveau, entre guillemets, il y a les arbitres de touche, il y a. Si mes souvenirs. pouvoir sur le terrain. Ah, si, enfin, pas au niveau jeu, mais au niveau relever, voilà, mais pas intervenir en direct sur le match, je pense pas. Non. Alors c'est une fonction qui est pas simple parce que là aussi il y a une différence entre le statut de directeur de match territorial et directeur de match fédéral. Bon, le directeur de match en territoire peut intervenir, bien sûr, s'il voit des mauvais coups, mais souvent, il sera beaucoup plus fort si derrière, il y a blessure d'un joueur. S'il n'y a pas blessure, bon, il va pouvoir toujours faire un rapport complémentaire, mais bon, il a un peu les mains liées quand même. D'accord. Si mes souvenirs sont bons, à une époque, il y avait un test qui avait été fait avec 2 arbitres sur le terrain. Donc je me rappelle plus Michel, comment il fonctionnait. Il connaît que les trucs que nous ne connaissons pas. Vous avez connu ça? Oui. C'était des tests. Et ça n'a pas duré parce qu'on manquait d'effectifs justement, ou parce que alors c'était, il y avait le problème des effectifs, mais au jour d'aujourd'hui, on voit que dans les structures écoles de rugby, notamment sur les plateaux U14, cette année, on développe sous le couvert d'un arbitre référent l'arbitrage à 2. Donc ça revient tout doucement. De là à ce qu'on l'applique demain en série territoriale complètement, on y est loin, mais c'est une pratique intéressante qu'on redéveloppe chez les jeunes. Voilà, ce qui se fait, c'est bien pour les nouveaux arbitres, le tutorat, quoi. Ouais. Puisque moi, j'ai la chance, je vais passer un peu moi. Mon tuteur, quand j'ai commencé l'arbitrage, c'était donc Eric, qui m'a suivi sur mes 2 premiers matchs. Et on ne lance pas les nouveaux arbitres comme ça maintenant à l'aveuglette, et ça c'est une très bonne chose mais là aussi parce qu'il y a plus d'arbitres, quoi. Est-ce que juste pour finir, pour le mot de la fin, est-ce que le Languedoc est un bon comité au niveau de l'arbitrage, pas forcément en quantité, mais en qualité? Alors, je crois qu'il y a 3 arbitres. Bien noté. C'est ça que tu veux dire, bien noté? Quantitativement, on est il y a 27 comités en France, on est dans le premier tiers supérieur, on est le 7e ou le 8e comité de France en termes d'effectifs cette année, avec presque 130 arbitres actifs dans le comité. Au niveau de la qualité, forcément, après la génération Jean-Christophe Gastou et Philippe Bonnour, on a la chance aujourd'hui d'avoir donc notre leader Alexandre Ruiz qui évolue en top 14, mais derrière Alexandre, il y a aussi 2 représentants en Pro D2, Mathieu Noireau, Arnaud Blondel, on a Luc Ramos qui a accédé à la Fédérale 1 cette année, nous avons des espoirs nationaux, des espoirs de secteur, on a des gens qui vont présenter le concours du jeune arbitre au niveau national, donc c'est vrai que depuis 2-3 ans, il y a une vraie émulation, et c'est vrai que c'est une volonté aussi de la Commission centrale des arbitres de recruter nos arbitres de plus en plus jeunes, et vous le voyez les week-ends sur le terrain, ils sont de plus en plus jeunes, et de tendre de plus en plus vers la performance, au travers de l'exemple de notre ami Alexandre Ruiz. Et juste pour le haut niveau, là, il y a une limite d'âge, parce que je sais que Bruno était intéressé, mais juste savoir... Il n'arrivera pas à suivre le haut niveau.
le secteur professionnel, je crois qu'aux alentours de 45 ans, bon, on commence à être... Territorial, 50 ans? Oui, en comité, 55 ans en territoire. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, pour suivre le rugby depuis longtemps et le voir de 4e série, même jusqu'à des matchs de pro, etc., je trouve qu'en général, le niveau de l'arbitrage s'est nettement élevé, enfin à tous les niveaux, quoi. Je veux dire, par rapport à il y a 10-15 ans. Et ça fait plaisir, parce que ça fait bien. On travaille, très sincèrement, je pense que les supports qu'on met en place avec le secteur professionnel nous ont permis de beaucoup travailler, de beaucoup évoluer. Et l'intégration de ces jeunes qui arrivent aujourd'hui avec ces nouveaux supports a fait changer l'arbitrage. Complètement. Si je peux me permettre. Il veut continuer. Non, mais je trouve que c'est super intéressant qu'on puisse avoir quand même donner la parole aux arbitres, si tu veux. parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on est, comme j'ai déjà dit, on était un peu l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec les arbitres, c'est que maintenant aussi, les entraîneurs sont de plus en plus compétents. Tout le monde est formé. Et on n'est plus dans la facilité de dire c'est la faute. Voilà, c'est la faute Pour à l'arbitre. résumer ce que nous dit Michel, messieurs, les arbitres sont formés, les entraîneurs sont formés, donc tout tire vers le haut. Exactement. C'est ça, Michel? C'est exactement ça. Eric, je veux te remercier d'être venu. Merci à vous. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Ciao.